Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons faire une analyse et une fiche de lecture sur l'œuvre de Rabelais intitulée Gargantua. C'est parti! Gargantua est un roman publié par François Rabelais en 1534. Mais bon, avant de nous intéresser à l'œuvre, on va d'abord se concentrer sur son auteur. Rabelais va publier cette œuvre sous un autre nom, celui d'Alcofribas Nazier, qui est l'anagramme de François Rabelais. C'est-à-dire que si on met les lettres de son nom et de son prénom dans un autre ordre, eh bien, cela donne Alcofribas Nazier. Rabelais est un auteur du XVIe siècle, donc de la Renaissance. Nous sommes en plein mouvement de l'humanisme. L'enfance et l'adolescence de Rabelais sont très intéressantes et très éclairantes pour cette œuvre, et c'est ce que l'on va voir dès à présent. En effet, dans sa jeunesse, il a eu une expérience en tant que moine. Il a été novice chez les franciscains. Être novice, cela veut dire qu'on intègre le monastère sans prononcer les vœux. Et son expérience en tant que novice a eu une grande influence sur ses écrits, comme nous allons le voir. D'autant plus qu'il éprouve un attachement très particulier envers les textes originels. Il est très attaché aux textes originels. Et il se méfie des traductions de la Bible parce qu'il craint qu'elles ne soient faussées et trop éloignées de ses fameux écrits originels. On ne sait pas si Rabelais était athée ou simplement un chrétien en faveur des textes originels, ce qui justifierait son rejet des traductions contemporaines. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que son approche de la religion telle qu'elle est pratiquée à son époque est une approche très critique. Et ça se voit déjà dans Gargantua. Rabelais est un savant, un érudit. Il est passionné par la littérature et la culture antique. Il est notamment un fervent lecteur d'Érasme et il commence le prologue de Gargantua en faisant référence à Platon. C'est aussi un grand scientifique. En effet, il a accompli des études de médecine et cela se ressent aussi à la lecture de ses ouvrages. Autant vous dire en quelques mots que cette très rapide présentation biographique de Rabelais est très importante pour l'œuvre puisque nous retrouvons toutes ces thématiques dans Gargantua abordées à partir du point de vue de l'auteur par rapport à ses expériences personnelles. Et d'ailleurs, passons maintenant au vif du sujet, Gargantua. Comme nous venons de le dire, Rabelais publie Gargantua en 1534. Il s'agit là de son second roman. Le premier roman est Pantagruel, un ouvrage publié en 1532 qui va narrer l'histoire du fils de Gargantua, portant le prénom de Pantagruel donc. L'œuvre Gargantua est d'abord interdite par la Sorbonne. On est dans une période religieuse de répression par les catholiques qui vont voir en cet ouvrage une provocation, une critique de la religion. Mais rapidement, on va arrêter la censure et on va classer le livre parmi les romans comiques, grotesques, et ne se concentrer que sur son aspect amusant et divertissant. Ensuite, on va tenter de trouver des clés de lecture, en cherchant les personnages ayant pu inspirer les personnages qui ont été inventés par Rabelais. On parvient à la conclusion, par exemple, entre autres, que Gargantua est inspiré directement du roi François Ier et que Picrocole de Charles Quint, par exemple. Enfin, ce n'est qu'au siècle dernier que l'on se décide à étudier l'aspect plutôt philosophique et didactique de ce roman. Et d'ailleurs, si on rentre un petit peu plus dans les détails du roman et qu'on attaque maintenant son résumé, il convient de commencer par parler du prologue. En effet, c'est une partie extrêmement importante de l'œuvre qui va nous donner beaucoup de clés d'interprétation par la suite, pour la suite. Donc, le prologue va déjà annoncer le registre comique. En effet, il commence par la formule buveur très illustre. C'est une manière très amusante de s'adresser aux lecteurs comme s'ils étaient alcooliques. Et ce trait, donc l'alcoolisme, est valorisé par la formulation élogieuse très illustre. Mais ce prologue comique annonce également le fait qu'il faut prendre en compte le caractère sérieux et didactique de l'œuvre, qu'il ne faut pas s'intéresser uniquement à son aspect humoristique. En effet, l'auteur insiste sur le fait qu'il y a un vrai message caché à ne pas oublier. Je le cite.
Et en admettant que le sens littéral vous procure des matières assez joyeuses et correspondant bien au titre, il ne faut pourtant pas s'y arrêter, comme au chant des sirènes, mais interpréter à plus haut ce que hasard vous croyait dit de gaieté de cœur. Si maintenant on sort du prologue et qu'on commence par les premiers chapitres, eh bien le roman commence par décrire le personnage de Gargantua. Sa naissance hors du commun, puisqu'en effet sa mère reste enceinte pendant 11 mois, il sort de son oreille pour venir au monde, etc. Ensuite, on va aborder une partie assez importante qui concerne l'éducation de ce fameux géant Gargantua. Son éducation occupe une part très importante dans l'économie de l'œuvre. En effet, Gargantua va connaître deux éducations. D'abord, il va être éduqué par les sophistes qui en font un idiot. Il va simplement les écouter, apprendre par cœur ce qu'ils lui enseignent, sans réfléchir par lui-même. Et là, vous allez très certainement vous dire, mais qu'est-ce que c'est qu'un sophiste? Eh bien, un sophiste, c'est un prétendu scientifique. Ce sont des faux savants qui savent manier la langue, qui s'expriment très bien, mais qui vont utiliser leur habileté langagière pour prouver tout et son contraire. C'est-à-dire qu'ils vont parler, mais mal utiliser la parole, puisque leur parole va être utilisée à des fins faussement scientifiques et ne va pas permettre d'atteindre une vérité ni une connaissance. Et c'est pour cela que Gargantua deviendra un idiot suite à cette éducation-là. Son père va s'en rendre compte. Son père, Grand Gousier, va s'affliger de voir son fils devenir de plus en plus idiot. Il va alors confier son éducation à Ponocrate, un humaniste, qui va en faire un érudit, en lui apprenant à penser par lui-même et en lui apprenant à maîtriser aussi bien les disciplines intellectuelles que manuelles, que physiques, afin de lui donner une éducation complète, sur le modèle, bien sûr, humaniste. Juste avant de rencontrer Ponocrate dont il sera l'élève, Gargantua fera un voyage à Paris, durant lequel il sera en décalage avec les habitants qui le prennent pour un divertissement et un objet de curiosité. Il montera d'ailleurs sur les toits pour leur uriner dessus afin de se défendre, ce qui les noiera. Bon, encore un aspect comique et assez trivial de l'œuvre. S'ensuivent ensuite les guerres picrocolines, donc juste après l'éducation humaniste de Gargantua. Picrocole va provoquer le père de Gargantua, appelé Grand Gousier, jusqu'à l'affrontement. Grand Gousier voulait éviter la guerre, mais suite à un incident, le conflit éclate. L'incident en question étant que les boulangers de Picrocole ne veulent pas vendre de brioches au royaume de Gargantua. La troupe de Gargantua va remporter la victoire durant cette guerre. Un peu plus tard, Gargantua construira l'abbaye de Thélème, un lieu idyllique, un lieu utopique même, dont la seule règle est fais ce que voudras. Ce lieu va prôner les valeurs humanistes. Passons maintenant à l'étude des thèmes les plus importants. Entrons dans l'analyse. Alors, pour analyser cette œuvre, il convient de parler de certaines thématiques extrêmement incontournables, à commencer par l'éducation. L'éducation est un thème abordé et se retrouve dans le roman à travers l'opposition entre les sophistes, la scolastique et les humanistes. Alors, tout d'abord, pour revenir sur ce que sont les sophistes et ce qu'est la scolastique, eh bien, il faut savoir que les sophistes sont des hommes capables de très bien parler, de prouver tout et son contraire. Ils font donc un très mauvais usage de la parole. Ils considèrent la science comme un exercice d'argumentation, ce qui en fait des faux savants. Ils sont très critiqués par Rabelais. Ce dernier en fait des représentants de la scolastique. Et la scolastique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit de l'éducation prônée au Moyen Âge, que Rabelais va critiquer également, puisqu'elle consiste à recourir à des arguments d'autorité, à faire apprendre par cœur, sans permettre la réflexion personnelle. Je vous le rappelle, hein, Gargantua, suite à cette éducation, est devenu un idiot. Donc cette éducation inspirée de la scolastique par les sophistes va venir être aussi
représenté dans un texte de Voltaire intitulé Candide. Il s'agit là d'un texte complémentaire que vous pouvez mentionner pendant votre dissertation. Je vous conseille de faire quelques petites références, alors majoritairement des références à l'œuvre du programme, bien sûr, mais si vous avez en tête des textes complémentaires, eh bien, il faut absolument y faire quelques petites références. Ça peut vous aider à bien argumenter, à vous permettre de mieux construire votre copie et à développer votre réflexion. Et aujourd'hui, en tant que texte complémentaire de Gargantua, je vous propose une toute petite analyse de cet extrait du chapitre 1 de Candide, œuvre de Voltaire. Pangloss enseignait la métaphysico-théologo-cosmolo-nigologie. Il prouvait admirablement qu'il n'y a point d'effet sans cause, et que, dans ce meilleur des mondes possibles, le château de Monseigneur le Baron était le plus beau des châteaux, et Madame la meilleure des baronnes possibles. Il est démontré, disait-il, que les choses ne peuvent être autrement, car tout étant fait pour une fin, tout est nécessairement pour la meilleure fin. Remarquez bien que les nez ont été faits pour porter des lunettes, aussi avons-nous des lunettes. Les jambes sont visiblement instituées pour être chaussées, aussi avons-nous des chausses. Voilà pour l'extrait. Que retenir de cet extrait? Eh bien, dans ce texte, Voltaire fait preuve de beaucoup d'ironie vis-à-vis de Pangloss, un faux savant. Cela se voit à travers la discipline qu'il enseigne. En effet, la métaphysico-théologo-cosmolo-nigologie contient trois mots renvoyant à des disciplines nobles, métaphysique, théologie, cosmologie, et un terme, nigologie, qui est un mot inventé, c'est-à-dire un néologisme, qui provient directement du terme nigo, signifiant l'imbécile, ce qui va venir décrédibiliser toute la matière en question. L'ironie de Voltaire se retrouve aussi dans l'adverbe admirablement et dans le vocabulaire argumentatif. Il est démontré, il prouvait nécessairement, remarquez bien, etc. Ce vocabulaire argumentatif ayant pour but de structurer le discours de Pangloss, le faux savant, afin de montrer son caractère scientifique. Or, la démarche de Pangloss est faussement scientifique, puisqu'il va inverser le processus de cause à effet. Par exemple, en avançant que les nez sont faits pour porter des lunettes, comme si l'objet lunette existait avant les nez, et que cette partie du corps avait été, en quelque sorte, créée pour cet instrument. Voltaire va donc venir ici critiquer les sophistes ayant de prétendus raisonnements scientifiques, mais qui, en réalité, rendent plus idiots ceux qui les écoutent. Pour revenir donc à Gargantua et à ce thème de l'éducation. Donc, comme on a pu le voir dans le résumé, Grangousier, le père de Gargantua, est très mécontent. À cause des sophistes, son fils a une intelligence très limitée. Il choisit alors Ponocrate comme nouvel enseignant. Et cet homme sera important puisqu'il va incarner les valeurs humanistes, c'est-à-dire l'importance du savoir, l'importance de penser par soi-même, de s'éduquer dans des disciplines aussi bien intellectuelles que physiques, que manuelles, etc. Gargantua deviendra donc un érudit suite à cette éducation, signe que le modèle humaniste est valorisé par Rabelais qui en fait un idéal au niveau de l'éducation. Un autre thème abordé est le thème du corps. On va parler beaucoup du bas corporel, des parties du corps les moins nobles, mais aussi des pratiques les plus triviales, uriner, déféquer, accoucher. Rabelais se sert de ses connaissances en médecine pour approfondir les notions d'anatomie et du fonctionnement du corps humain dans ce roman. La dimension triviale, grotesque, voire même vulgaire, est donc tout de même assortie d'une intention didactique, d'une transmission du savoir. Un autre thème abordé va être, vous vous en doutez, on en parle depuis tout à l'heure, l'humanisme qui va être valorisé. En effet, ce modèle de pensée est mis en valeur par Rabelais, et cela se voit notamment dans l'opposition entre l'éducation des sophistes et l'éducation de Ponocrate. Mais on peut aussi retrouver cet éloge à d'autres passages. Par exemple, l'abbaye de Thélème est un lieu considéré comme parfait, utopique.
Je rappelle qu'une utopie, c'est un monde parfait sans aucun défaut, un monde qui s'inspire de notre monde réel parce que il va en reprendre toutes les caractéristiques en corrigeant tous les défauts pour justement dénoncer les défauts qui s'y trouvent. Donc l'abbaye de Thélène est un lieu utopique puisque hommes et femmes sont égaux, pratiquent les mêmes activités et qu'ils se gouvernent eux-mêmes d'après le principe fais ce que voudras, qui est une règle contradictoire puisque donc la seule obligation consiste justement à ce qu'il n'y en ait pas et à ce que chacun vive comme il le souhaite. Un autre thème abordé qui va être incontournable, c'est le thème de la religion, qui va être remis en question. Nous l'avons vu quand on a étudié des aspects biographiques de la vie de Rabelais, on ne sait pas exactement si Rabelais était athée ou si c'est par attachement au texte originel et donc par opposition au texte traduit qu'il va venir remettre en question la religion et beaucoup de ses aspects. L'athéisme étant assez rare à son époque, on imagine que c'est plus par attachement au texte originel, mais on ne peut pas répondre avec certitude à cette question. En tout cas, les travers religieux sont dénoncés par Rabelais. Par exemple, l'abbaye de Thélème, un lieu idéal, un lieu utopique, ne respecte pas les vœux de pauvreté, chasteté et obéissance, puisque les Thélémites sont riches, donc contre le vœu de pauvreté, sortent de l'abbaye pour se marier contre le vœu de chasteté, et n'ont pas de règles à respecter contre le vœu d'obéissance. Or, c'est le comble, puisqu'on se trouve justement dans un lieu religieux par excellence. De plus, un des personnages de l'œuvre, Frère Jean, est un moine, et pourtant il fait preuve d'une extrême violence dans les combats. On repère souvent un vocabulaire extrêmement cruel, le champ lexical du massacre, par exemple, entre autres, et il entre en conflit au nom du vin et des vignes, ce qui n'est clairement pas digne d'un moine. Et d'ailleurs, par rapport au conflit, la dernière thématique que nous allons aborder aujourd'hui concernant les thèmes les plus importants de l'œuvre, eh bien, est le thème de la guerre. Pour Rabelais, la guerre est absurde et injustifiable, sauf à un seul moment où on peut la tolérer. C'est lorsqu'il s'agit d'une guerre défensive. C'est ce qu'on retrouve dans l'œuvre. Grangousier n'avait pas d'autre choix que de mener ce combat puisque les discussions pacifiques menées avec Picrocole n'ont pas abouti. Ces événements sont directement inspirés par la situation contemporaine, les affrontements récurrents entre François Ier et Charles Quint. Maintenant que nous avons étudié les différentes thématiques de l'œuvre et que nous les avons analysées, nous allons passer à l'étude de notre fameux parcours Rire et savoir. Le parcours Rire et savoir implique que l'on étudie la dimension comique mêlée à la dimension didactique. Pour Rabelais, le rire est très important. Il écrira, je le cite, le rire est le propre de l'homme. Rabelais veut faire de son œuvre une œuvre de divertissement, une distraction face aux réalités tristes. Le rire ici est exacerbé parce que le comique est présenté sous toutes ses formes. La satire, l'ironie, la scatologie, le vulgaire, le grotesque, etc. Maintenant, si on se concentre sur le savoir, eh bien, on remarque qu'apporter un savoir se fait aussi par le rire. En effet, Rabelais va employer un vocabulaire très spécialisé, très scientifique, un vocabulaire technique, médical. Il mélange le rire et le savoir. Par exemple, la scène du torche-cul est particulièrement intéressante à ce niveau, puisque Rabelais va montrer ses connaissances très développées en anatomie humaine, ainsi que ses raisonnements scientifiques prônant l'expérience, à partir d'une approche triviale et vulgaire. Transmettre le savoir par le rire est une pratique originale et nouvelle pour l'époque, et cela marque le renouveau de la période, la sortie de la scolastique austère et l'entrée dans l'humanisme, un modèle de pensée qui va revaloriser l'homme. Et voilà, ce cours est terminé, j'espère qu'il vous aura éclairé et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.